Bonjour, Ousmane Tanordien. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Adio News. C'est mon plaisir. Merci de nous recevoir ici à Paris, où vous êtes venu participer aux universités d'été du Parti socialiste français. Vous êtes aussi le patron du PS sénégalais. Première question, toute simple. Comment allez-vous, monsieur le secrétaire général? Parce que les temps sont durs en ce moment au PS. Ah, je vais bien, je vais bien. Oh, l'international socialiste vit les crises que traverse le monde. Et nous voulons justement, face à ces crises, apporter une réponse socialiste. C'est-à-dire une réponse qui s'adosse sur la justice, sur l'égalité, sur nos convictions socialistes. C'est ça que nous voulons faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette tempête qui traverse actuellement le PS français avec cette crise au sommet de l'État? Oui, je pense que c'est une situation délicate parce qu'il y a d'une part le gouvernement dirigé par le président François Hollande, élu sur un programme socialiste, et d'autre part il y a le Parti socialiste et la coalition qui a accompagné le président François Hollande. Il me paraît normal qu'au sein de cette coalition, qu'il puisse y avoir un débat sain, mais pas un débat qui entraîne la division au sein de la coalition et surtout au sein du PS. On comprend donc qu'au sein du Parti socialiste français et de la coalition, qu'il y ait des positions différentes, voire même divergentes, et qu'un débat sain puisse être mené pour adapter la ligne du parti à la situation qui est vécue. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit bon qu'au sein du gouvernement, il y ait des remises en cause qui ressemblent à une mise en cause de l'autorité de l'exécutif, c'est-à-dire ou du Premier ministre ou du président de la République. Il y a certaines similitudes entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans votre parti, le PS, où il y a un peu cette remise en cause de l'autorité de celui qui dirige. Qu'est-ce qui se passe au PS? Non, comme je te l'ai indiqué, moi je ne fais pas de commentaires à l'extérieur, ici en France, sur la politique intérieure du Sénégal et sur le Parti socialiste. Le moment venu, une évaluation sera faite et nous en parlerons d'un commun accord. Non, moi je pensais plutôt à votre succession à la tête du parti qui a été assez houleux. Ça ressemble un peu à ce qui se passe actuellement au PS avec le Premier ministre et le chef de l'État chahuté, notamment à La Rochelle. Mais c'est normal, c'est normal. Au niveau de tous les partis, notamment des partis socialistes, il y a toujours des débats qui peuvent entraîner une division. Ça, c'est pas le problème. Oui au débat, non à la division. C'est ce qu'on dit au Sénégal, c'est ce qu'on dit ici en France. Maintenant, le reste, dans chaque situation et au sein de chaque parti, de chaque pays, les solutions appropriées seront trouvées par les acteurs. Oui, aussi au renouvellement dans le parti, par exemple. Vous êtes là depuis bientôt 19 ans. Je ne reviens pas. Je vous l'ai déjà dit à... J'aurais quand même essayé. Oui, voilà, c'est bien. Mais je vous l'ai déjà dit en off. Ouais. Je n'évoque pas cette question-là hors du Sénégal. D'accord. Toute autre chose, monsieur le secrétaire général. Le Sénégal a connu son premier cas de virus Ebola. Un jeune Guinéen en vacances à Dakar. Les Sénégalais craignent le pire, à juste titre d'ailleurs. Qu'avez-vous à leur dire pour les rassurer, si je puis dire? Moi, je leur dis qu'il faut savoir raison garder. Moi, personnellement, je ne crains pas le pire parce que je trouve que le gouvernement, avec en flèche le ministre de la Santé, a bien accompagné, a bien géré la situation. Le gouvernement et le professeur Marie-Eva Kohl a fait preuve de beaucoup de vigilance, à mon avis, et a fait les mises en garde appropriées pour qu'on ne cède pas à la panique
autant il faut être vigilant, autant il faut éviter de céder à la panique. Et je crois que les mesures qui ont été prises depuis le départ ont donné des résultats. Et ce cas qui est arrivé, et de la manière dont cela est arrivé, je crois que ça ne remet pas en cause l'optimisme qu'on doit avoir par rapport à la qualité de la démarche du gouvernement sénégalais. Je pense que nous avons un bon système de santé et la manière dont cette question est gérée le prouve assez largement. En tout cas, je fais confiance au ministre de la Santé et au gouvernement pour que cette vigilance soit maintenue, et je lance un appel maintenant à l'opinion, à la presse, pour que nous tous, aux hommes politiques, à tous les acteurs, que nous continuions la sensibilisation, que nous fassions preuve de sérénité, en un mot, qu'on sache raison garder. Il faut, la pire des choses dans une situation comme celle-là, c'est de céder à la panique et de penser que le système est hors contrôle et que tout peut arriver à tout moment. Je pense qu'il faut qu'on se dise, qu'on fasse preuve d'une grande volonté politique en se disant nous sommes capables de faire face à la situation et que ce cas-là, il faudra le contenir, l'isoler et que la situation puisse justement être contenue. Sauf qu'il y a eu de la panique, comme vous dites, il y a eu des questions, des critiques. Ils disent que les frontières avaient été fermées avec la Guinée. Pourtant, ce jeune a réussi à pénétrer au Sénégal. Est-ce que c'est une négligence de l'État sénégalais et des autorités sanitaires notamment? Non, non. C'est une faute, certains parlent même d'incompétence. Non, pas du tout. Est-ce que vous partagez ces critiques des Sénégalais? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve au contraire que les autorités sénégalaises ont fait un travail absolument remarquable. Bon, parce que d'abord, nos frontières, tout le monde le sait, elles sont poreuses. On ne peut pas mettre un policier, un gendarme à chaque kilomètre le long de la frontière avec la Guinée. Ça, ce n'est pas possible. Mais des dispositions sont prises et je crois que les dispositions, plus la sensibilisation, peuvent être dissuasives. Je pense que c'est ça qu'il faut rechercher et en réalité, il faut que les Sénégalais se rendent compte que chaque Sénégalais est aussi responsable que les autorités sanitaires pour que justement cette fièvre Ebola ne vienne pas au Sénégal. Chacun doit jouer son rôle. Les Sénégalais qui habitent le long des frontières, des villages frontaliers, doivent eux-mêmes faire preuve de beaucoup de vigilance, être des policiers, des gendarmes, pour que nous puissions avoir des chances de résultats. Mais on ne peut pas garantir qu'il ne puisse pas y avoir ici et là des situations comme celles que nous avons connues. Mais de manière globale, moi je pense que jusque-là, les autorités sanitaires ont fait du bon travail. Au contraire, il faut les encourager et les accompagner par la sensibilisation. Les acteurs politiques, les acteurs de tout genre, les chefs religieux, la jeunesse, les femmes, tout le monde doit, je crois, être au front. Parce qu'il s'agit d'une véritable bataille pour la sauvegarde de la santé dans notre pays. Mais vous ne craignez pas pour l'économie du Sénégal avec ce premier cas d'Ebola? Il y en a qui craignent pour des dossiers phares comme notamment le plan Sénégal émergent, que ce cas Ebola vienne porter un sérieux coup à... Non, je ne le crois pas. Je crois que c'est un cas qui est isolé, qui doit rester isolé. Et pour que ça reste isolé, il faut que tous les Sénégalais s'y engagent. C'est ça le fond du problème. Non, mais là, c'est surtout par rapport aux investisseurs ou oui, à l'opinion publique internationale. Oui, je veux dire, c'est en fonction justement du comportement des Sénégalais que l'opinion internationale, que les investisseurs dont vous parlez seront rassurés. Mais ici, les Sénégalais eux-mêmes entrent dans une espèce de situation de panique. Ce sont les Sénégalais qui doivent rassurer oui, les investisseurs? Par leur comportement de tous les jours. C'est-à-dire en montrant que cette affaire de virus Ebola est prise très au sérieux au niveau du Sénégal et que les Sénégalais, dans leur ensemble, autorités et population, sont en train de prendre les mesures appropriées. Ça, c'est les Sénégalais quand même. Ce n'est pas les bailleurs de fonds ou les investisseurs qui doivent jouer ce rôle-là à la place du Sénégal. Ne cédons pas à la panique, restons vigilants et puis que tout le monde en fasse son problème. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, les bailleurs que je rencontre,
les autorités, les chancelleries avec lesquelles je discute, j'essaie de les rassurer, de les convaincre que ce cas-là est un cas isolé et qu'il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas céder à la panique. On a beaucoup critiqué la France-Afrique dans le passé. La France fait une bonne politique maintenant avec l'arrivée de vos camarades au pouvoir ou pas? Une bonne politique en Afrique? Ah oui, tout à fait. En tout cas, sur des questions précises comme le Mali et la République centrafricaine, je crois que le gouvernement français, avec le Vous parlez des François interventions Hollande, ont eu la bonne attitude. Je pense que pour ce qui concerne le Mali, l'intervention française a été salutaire. Si la France n'était pas intervenue, je suis persuadé que mais plus généralement, les belligérants seraient à Bamako. Plus généralement, la politique de la France-Afrique, longuement critiquée, c'est fini maintenant? C'est une bonne politique maintenant que la France fait en Afrique, notamment avec François Hollande? Oui, François Hollande est en train de mettre en place une politique plus conforme aux idéaux socialistes, à la vision que nous C'est-à-dire quoi concrètement? Des rapports entre... C'est-à-dire un partenariat que les positions de la France, la vision que la France a de ses rapports avec le Sénégal doivent être des positions discutées entre partenaires et non pas des positions imposées du dehors et de l'extérieur. C'est ça la vision. Si les gens discutent et que chacun défend son point de vue, on se met d'accord sur la manière dont nous allons conduire notre politique extérieure commune. Si cela est obtenu, et je crois que c'est le cas, bon... C'était pas le cas avant, sous Nicolas Sarkozy non, bien notamment? sûr, ce n'était pas le cas. Vous avez vu ce que l'intervention en Libye a créé au niveau de la zone sahélienne. Tous ces problèmes-là, au fond, c'était qu'on intervient et puis on n'accompagne pas, on laisse maintenant la situation aller à volo. C'est ça qui a fait que cette situation est devenue un véritable volcan. On est allé très vite, on n'a pas parlé du but de votre présence aux universités d'été du Parti Socialiste Français qui s'est tenu ce week-end à La Rochelle. Vous êtes venus faire quoi? Front, ensemble, avec vos camarades du PS ou chercher des solutions pour repartir les appliquer là-bas à Dakar? Non, j'ai été invité parce que j'étais, comme on dit, un intervenant. Je devais faire une communication sur l'Afrique, nouveau continent de la mondialisation, point d'interrogation. Et j'étais venu introduire ces réflexions-là. En quoi l'Afrique, on peut considérer que l'Afrique est aujourd'hui l'avenir en quelque sorte de la mondialisation. Ça a fait l'objet d'échanges de points de vue des uns et des autres. Bien sûr, il y avait des gens qui pensaient que dans la situation telle qu'elle est, la mondialisation ne servirait qu'à accroître l'inégalité, et d'autres estimaient que c'est une opportunité que les Africains doivent saisir pour que justement que cette mondialisation se fasse dans un cadre juridique qui va être discuté entre Africains et acteurs internationaux pour que celle-ci, cette mondialisation, offre de réelles opportunités de développement à l'Afrique. C'est un vaste sujet. Hein? Oui. Bon, bien sûr que tout le monde n'a pas eu le même point de vue, mais c'était intéressant d'introduire ce sujet-là et d'en discuter. Sauf que parmi les critiques, il y a notamment les critiques sur la malgouvernance dans beaucoup de pays en Afrique, justement, qui bloquent ce côté émergence, développement de l'Afrique. Vous partagez aussi ces critiques? Absolument, absolument. Mais là, ce que j'ai indiqué, c'est quand même que la malgouvernance, c'est la responsabilité des Africains. Ce sont les Africains qui doivent lutter contre la corruption, ce sont les Africains qui doivent pratiquer la bonne gouvernance. Il ne faut pas que, simplement du fait que nous sommes un pays en voie de développement, que nous avons été colonisés, que ça puisse justifier certains errements des responsables africains eux-mêmes. Donc les responsables africains doivent assumer ce qui leur revient, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, c'est-à-dire le combat pour une gouvernance absolument irréprochable. C'est le cas au Sénégal? Le pays est bien gouverné aujourd'hui? Oui, je le pense. Je suis dans une coalition. Je pense que
Je ne suis pas, moi, le PS n'est pas dans l'opposition. Nous sommes dans la coalition et nous assumons ce qui est fait par la coalition, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais de ce point de vue, les choses sont claires. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, que beaucoup reste à faire, mais que des choses importantes ont été faites et il faut continuer dans la même direction. C'est dans le cadre de la lutte contre la corruption dont vous parlez que s'inscrit cette affaire des tracts contre les biens mal acquis au Sénégal? Comme je vous ai indiqué, vous revenez toujours au problème intérieur. Ce que j'en ai dit déjà est largement suffisant et que maintenant, à une autre période, à un autre moment, nous aurons l'occasion à Dakar d'en parler, de parler de la politique intérieure du Sénégal, du PS, de son rôle, de sa position, de ses perspectives d'avenir. Vous nous donnez rendez-vous à Dakar? Oui, tout à fait. Promis. Voilà, promis. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. C'est moi qui vous remercie. Merci.